Here we go. Bon, salut tout le monde. On va partir le webinaire avec un petit vidéo, se mettre un peu dans le mood avant de commencer. Alors, débutons. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, ça va. Working like a dog all day ain't working for me. I wish I had a rich uncle that'd kick the bucket and I was sitting on a pile like Warren Buffett. I know everybody says money can't buy. Tu veux nous donner le goût à la pêche, là, toi? J'ai hâte qu'on commence, en tout cas. It can buy me hit 110 house down with some silver bullets. Yeah, I know what they say, money can't buy everything. Maybe so, but it can buy me a boat. Bon, la table est mise. Je vais commencer par me présenter. Je sais qu'on se connaît pas mal. Ceux qui sont inscrits, j'ai vu une bonne partie de ceux qui sont inscrits. Mon nom est Christian Gervais, je vais vous donner un peu de contexte pour débuter. J'ai 44 ans, j'ai débuté la pêche, croyez-le ou non, à l'âge de 37 ans, débuté en 2011. 2010 là, sur le bord de l'eau, mais 2011 en bateau. Pour mon fils. Mon fils, il voulait pêcher. J'ai décidé d'acheter un bateau l'hiver, acheter un lot 16 pieds avec un 40 forces. Alors, pour vous donner un peu une idée de comment que la progression peut se faire, là, puis ceux qui ont un rêve d'avancer dans le monde de la pêche, il n'est jamais trop tard si vous avez quand même un bon plan de match. 37 ans, je débute, premier chaloupe, jamais lancé de l'heure de ma vie. J'ai aucune idée qu'est-ce que je lance, je souhaite de pogner de quoi au bout de ma ligne. C'est toujours une surprise. J'ai mis beaucoup d'efforts depuis ce temps-là. Chaque année, j'approche les 80 à 100 sorties de pêche. J'ai fait beaucoup de lectures, divers livres. Les livres de Ian Fisherman qui sont très bons pour bien décrire autant petite bouche que grande bouche. J'ai plein d'autres documentations. En 2013 environ, j'ai débuté les tournois. J'ai été premier tournoi, je crois, c'était en 2011. Un tournoi, quelqu'un m'a invité, j'étais accroché. 2013, j'ai décidé que je débutais les tournois. En automne 2013, je me suis acheté un bass-boat, premier bass-boat. Puis là, comme vous pouvez voir, là, je suis vraiment chanceux. Je pense que je suis béni par Dieu, j'ai aucune idée. Je vais voir l'ensemble de mes commanditaires qui m'encouragent année après année. DevCore, Monde du bateau, qui est un nouveau magasin qui va ouvrir à Gatineau, qui est le deuxième magasin de Orleans Boat World. Exxon Lures, Navionics, naturellement, The Rod Love, Sport Chief, Dobbins, Ego, Kamoki, Gemini Jersey, Spro, Lose, Sundog, Eyewear, puis Freedom Tackle. Alors, je suis vraiment chanceux. Aujourd'hui, le webinaire, il va être vraiment pour une base pour quelqu'un qui débute la pêche, un peu comme quand j'ai débuté en 2011. C'est compliqué des fois, il y a tellement de choses à apprendre. On rentre d'un magasin, on dépense un 100 là, un 200 là, un 300 là. Puis sur les 600 $ qu'on a dépensés, on va l'utiliser pour peut-être 100, 200. On achète toutes sortes de choses sans savoir ce qu'on achète. Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous aider à partir avec une base, pas dépenser pour rien. Il faut garder ça simple. Étant une personne extrême, j'ai vraiment touché les deux opposés, c'est-à-dire j'ai tout acheté, j'ai tout essayé, mais en bout de ligne, j'ai vu que c'est ça qui a limité ma progression. Alors, il faut garder ça simple. Le but, c'est vraiment d'apprendre à bien travailler les leurres, puis pas trop se compliquer la vie. Alors, on va y aller. On va commencer par les sujets aujourd'hui. Alors, je vais parler un peu des moulinets, les cannes, type de fil, les types de leurres. Le nœud que j'utilise le plus, je vais même vous le faire là, sur vidéo. Divers accessoires qui sont vraiment utiles. Puis à la fin, naturellement, on va parler, bref, c'est sonore puis navigation. Le webinaire, comme j'ai dit, va être vraiment pour les débutants.
Mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire ou à la fin, on peut y aller de façon plus approfondie, peu importe. Là, on n'aura pas besoin de suivre nécessairement tous les sujets. Là, on peut aller plus en détail, soit dans les tournois ou quoi que ce soit, comment je me prépare. Alors, en premier lieu, il y a deux types de moulinets qui sont utilisés dans la pêche. On a à la chigarde, les lancers légers et les lancers lourds. Lorsqu'on débute, le lancer léger, c'est quand même le moulinet qui est le plus facile à apprendre. Il y a juste, comme vous pouvez voir, un ajustement à faire qui est la tension en avant du moulinet. Je peux vous en prendre un pour vous montrer là, en vidéo. En gros, la tension, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque le poisson part avec le leurre, vous ajustez la tension. OK? Alors, si vous avez un fil qui est quand même plus petit, qui peut briser plus rapidement, vous allez laisser moins de temps, vous allez laisser moins de tension pour que le poisson puisse partir. Mais sinon, si vous avez de la ligne plus raide, plus grosse, vous pouvez vous permettre de le mettre un peu plus raide pour être capable de ramener le poisson le plus rapidement possible. Parce que pour faire une bonne remise à l'eau, c'est important de ne pas garder le poisson trop longtemps. Il y a des gens qui pensent que c'est le fun, le poisson, je joue avec, je le laisse aller, je le ramène, je le laisse aller, je le ramène. Ça crée de l'acide lactique, le poisson se fatigue, puis ses chances de remise à l'eau, même si vous le remettez à l'eau, vous voyez qu'il est bien, il peut aller mourir dans le fond s'il a utilisé trop d'énergie. Ensuite, on a le lancer lourd. Le lancer lourd, lui, a trois types d'ajustements. Alors, ce n'est pas le moulinet que je vais conseiller à quelqu'un qui débute parce qu'il y a quand même beaucoup d'ajustements à faire. Comme vous pouvez voir, il y a trois types d'ajustements. Alors, il y a l'ajustement de la tension de la ligne, un peu comme le lancer léger, qui est même principe. On laisse la meilleure tension par rapport à quel type de ligne qu'on a. Lorsqu'on pêche, exemple, à la grenouille, on est dans de l'algue très dense. La ligne, c'est de la 65 livres tressée. Je vais embarquer dans ce sujet-là tantôt. On peut se permettre de mettre la tension au max. Et moi, mon moulinet, là, il ne peut pas être plus serré. Je le mets au maximum. J'ai la misère à vous montrer. Là, bon. Je le mets au maximum. La ligne ne sort plus. Je peux pas la sortir. Elle est au max. Moi, ma principale préoccupation, c'est que le poisson, il ne parte pas. Je veux m'assurer qu'il vienne au bateau rapidement. Alors, avec une grosse ligne, pas de tension, je vais amener le poisson en haut de l'algue au lieu qu'il creuse dans le fond. J'ai besoin d'un moulinet à lancer lourd parce que un lancer léger, vous ne pouvez pas mettre de la ligne aussi grosse, de la 65 livres, disons. On se tient entre 10 et 20 la majorité du temps, ou même un peu moins. Le lancer lourd, on va mettre la plus grosse ligne. Alors, comme j'expliquais les tensions, excusez, ça, c'est simplement la tension de la ligne. On a également la tension de la bobine, OK? Lorsque le leurre va toucher l'eau, il y a une façon de l'ajuster. Je montrerai ça dans une autre vidéo à un autre moment donné. Puis également au niveau du frein, qui est sur le côté ici. Ça, c'est lorsque l'or est dans les airs, dépendamment avec le vent et tout. Des fois, il faut l'ajuster parce que vous pouvez créer une perruque. Ça, vous pouvez littéralement perdre beaucoup de lignes ou littéralement perdre toute la ligne. Puis la changer si vos nœuds sont trop gros. Par la suite, on va y aller avec les cannes. Pour certains, ça va paraître drôle parce que ceux qui sont inscrits, là, vous avez quand même beaucoup d'expérience ou une bonne partie. Lancer léger, souvent on va voir ça. Là. Le lancer léger va en dessous de la canne. Okay? On voit des vidéos, les gens ils rient sur ça sur Facebook. Ils montrent quelqu'un qui pêche avec le moulinet sur la canne. Le lancer léger, le moulinet va en dessous. Le lancer lourd, le moulinet va sur le dessus. OK? Alors, je pense que j'ai peut-être passé une diapo. Laissez-moi juste reculer, là, parce que ouais, c'est ce que je croyais. Je vais reculer d'une image pour vous montrer. Le lancer léger, les cannes, ils n'ont pas de gâchette en dessous. Souvent, les gens ils se demandent c'est pour quel moulinet, c'est un lancer lourd, c'est un lancer léger. La distinction des cannes lancer léger, il n'y a pas de gâchette en dessous. Puis, comme vous pouvez voir, les anneaux sont plus gros. Au niveau du lancer lourd, il y a une gâchette, puis les anneaux sont plus petits. Okay? La ligne, quand elle sort d'un moulinet lancer léger, elle sort en vrille. Alors,
c'est pour ça que les anneaux sont plus gros pour pas que ça mêle. Au niveau du lancer l'eau, la ligne, elle sort directement du moulinet, en ligne droite. Alors, c'est pour ça que les anneaux sont plus petits. Si on continue, au niveau des avantages pour chacun des lancers. Lancer léger, comme je vous ai dit, c'est plus facile à utiliser, beaucoup moins d'ajustements. Peut être utilisé pour la majorité des leurres. Naturellement, il faut faire attention au poids. Là. La majorité des leurres peut utiliser un lancer léger. Puis ça va beaucoup mieux lorsqu'ils vendent beaucoup, encore plus si votre leurre est plus léger. Si vous pêchez en profondeur, là, exemple, envoyer un tube dans le fond, puis j'ai expliqué c'est quoi un tube tantôt. Moi, je trouve que le lancer léger, la ligne, elle va sortir mieux du moulinet. Il y a moins de résistance, alors elle va se rendre au fond plus vite. Au niveau des désavantages, lorsque vous lancez avec un lancer léger, c'est moins précis. C'est plus difficile de lancer des leurres lourds, puis également des lancers à répétition. Parce qu'à chaque fois, lorsque vous lancez, vous devez ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Le lancer léger, c'est simplement, on appuie le bouton, on lance, on enclenche, on appuie le bouton. Alors, on va faire beaucoup plus de lancers avec un lancer lourd. Alors, des avantages, naturellement, plus de lancers. Les lancers sont également plus précis. C'est pour ça qu'on utilise ce type de canne-là pour faire du pitching, du flipping. Puis également parce qu'on met de la corde plus grosse. Également, les ensembles lancers lourds sont faits pour travailler dans de l'algue, soit plus dense, travailler avec des leurres plus gros pour forcer le poisson à le ramener au bateau. Alors, les cannes sont souvent un peu plus grosses aussi. Mais par contre, au niveau de l'ajustement, c'est plus compliqué. Il y a 3 types d'ajustements. Puis, si vous faites une perruque, comme j'ai dit tantôt, s'il est mal ajusté, l'ensemble du fil va tout se mêler dans votre moulinet. Puis là, ça va être un moment frustrant. Comme vous pouvez voir ici, là, dans le fond, là, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais tout est mêlé. Ça, c'est vraiment une de mes cartes. Au niveau du fil maintenant, on a 3 types de fils. On a le mono, le tressé, puis le fluocarbone. Bon, le mono est beaucoup moins utilisé maintenant. C'est un fil qui flotte, mais qui s'étire beaucoup. Puis, ça peut être bon pour des fois spinnerbait ou crankbait. Moi, personnellement, je l'utilise que seulement dans ma canne à crankbait, alors ma canne de poisson nageur. Puis, au niveau de l'abrasion, la résistance à l'abrasion, ça brise quand même assez facilement. La tressée, elle, c'est un fil qui flotte. Alors, les leurres flottants, c'est bon de l'avoir. C'est un fil qui ne s'étire pas. Alors, au niveau de la sensation, lorsque le poisson, le chican aspire le leurre, vous allez le sentir plus rapidement. Par contre, lorsque vous l'utilisez puis vous avez un leurre que vous grattez dans le fond ou est-ce qu'il y a des roches, il risque de briser beaucoup plus facilement. Même si vous avez de la 40, 50, 65 livres test, la tressée, lorsqu'elle touche les roches, elle peut se casser en deux très rapidement. Le fluocarbone, lui, c'est un fil qui cale. Alors, pour les leurres avec des présentations qui sont verticales, du fait que le leurre il cale, il va avoir une meilleure ligne droite qu'un tressé qui pourrait comme aller plus de côté parce que c'est un fil qui flotte. Il s'étire, mais pas beaucoup. Alors, encore un bon fil pour qu'on sente le poisson prendre le leurre. Puis, il est également très résistant à l'abrasion. Alors, aujourd'hui, je n'embarquerai pas dans les nœuds uni-uni, comment joindre 2 fils. On peut regarder ça à un autre moment donné. Mais souvent, on va prendre une tressée, puis on va mettre un avançon de fluocarbone pour avoir le fil, là, pour pas qu'il brise dans le fond quand on traîne notre leurre dans le fond du plan d'eau. Les types de leurre. C'est là qu'on commence à dépenser. On remplit nos coffres. 22 000 sortes de couleurs, toutes les sortes de leurre. On n'a aucune idée quoi faire avec. Sont beaux, j'en ai beaucoup. Yes, je les achète. On arrive à la caisse, les yeux viennent gros quand on n'a pas compté à quel point que ça va vite, à coût de 10, 15 $ du leurre. On va essayer de garder ça simple. Okay? On va se rendre à vous expliquer un peu rapidement comment que ça fonctionne. Alors, les types de leurres qu'on va utiliser, il y en a différentes. Ici, ce que je vous ai mis dans mon écran, je vous ai montré par ici la surface, le leurre qui va rester à la surface, dans le milieu, puis dans le fond. OK? Exemple, ici, ça, c'est un Eden Zero Spook. C'est un type de leurre qui va flotter.
qui va se promener en zigzag. Quand vous allez le lancer, après, vous le donnez, vous y allez en donner un coup sur la canne. Puis alors, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'il va donner un coup sec, puis après, avec le lousse qui se fait dans le fil, il va partir de côté. On donne un coup sec, il repart de côté. Le leurre à côté, c'est un popper qui est possiblement... Celui-là, c'est le Rebel Popper. Probablement un des meilleurs leurres là, de surface. Encore là, moi, je le mets avec la tressée directe. Pourquoi? Parce que c'est pas un type finesse. Le poisson, il est réactionnel à ce qu'il voit en haut. Alors, que le fil, là, qu'il soit transparent ou non, il ne voit pas. Ça ne dérangera pas. Alors, ce leurre-là, lorsqu'on le ramène, ça crache l'eau puis ça fait un petit pop en même temps. Puis ça va attirer au niveau sonore, puis avec les vagues que ça va faire là, sur l'eau. J'aime bien utiliser souvent un popper quand il y a un peu plus de vent, parce que à cause que l'eau est brouillée, ça va comme au moins donner un peu de visibilité là, au leurre en haut. Quand je veux dire visibilité, c'est que le poisson va voir qu'il se passe de quoi sur l'eau. Si l'eau est vraiment plus calme, j'aime mieux aller avec un style walk the dog ici, là, un Zaraspook, parce que je vais plus lentement un peu. Les poissons nageurs, ça, souvent, c'est une des choses les plus compliquées quand on débute. En tout cas, moi, ça l'était, peut-être parce que je suis pas vite. Je vais vous en montrer une coupe. Juste pour vous démontrer un peu la différence. Alors, bon, je vais y aller avec ça. 3 modèles. Si on regarde ici, le premier, la bavette est vraiment petite. OK, bon, là, ça l'indique, là, 1 à 3 pieds. La bavette est petite. Celui-ci, la bavette est plus longue. La bavette, c'est la partie en plastique en avant du poisson nageur. Puis là, il y en a une encore plus longue, puis il y en a des encore plus longues que ça. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que, regardez ça simple. Le poisson nageur, plus petit que la bavette, moins creux qu'il va plonger. Alors, s'il y a une grande bavette, il va plonger pas mal plus creux. Pour avoir du succès avec les poissons nageurs, c'est de s'assurer que le poisson gratte le plus possible dans le fond. Pourquoi? Parce que le poisson nageur, qu'est-ce qu'il fait? C'est que pendant qu'il est dans le fond, il imite un peu un écrevisse qui cherche la bouffe. Alors, il est dans le fond, il gratte. Le sable, il lève un peu, puis c'est ça qui va attirer puis qui va déclencher les attaques des achillants. Alors, il faut vous assurer d'aller avoir le poisson qui va se rendre le plus au fond. Quand il va frapper une roche, il va bifurquer d'un côté, il va bifurquer de l'autre, ça va faire du son, ça va attirer des attaques. Mais croyez-moi, quand il va sauter dessus, préparez-vous. Les autres types de leurres ici que j'ai mis, OK, lui, il garde pas mal en haut, va dans le fond. Eux ici, ils n'ont pas de bavette. OK, je vais vous en montrer 2 modèles. OK, celui-là, c'est un Kamuki. Alors, lui, il y a comme un... Ben, il y a pas comme. Il y a un plomb en face. Alors, vous pouvez le laisser dans le fond, comme une jig, puis il peut rester stationnaire. L'autre type ici, on va mettre dans le bon sens, il n'y a pas de bavette également. On appelle ça un lipless crankbait. Ce type de leurre-là, vous allez pouvoir, si vous avez un fond d'algue avec, exemple, 1 ou 2 pieds d'eau entre l'algue puis le dessus, vous pouvez envoyer ça, un lipless crankbait, puis juste, on appelle ça burner, on l'envoie au-dessus de l'eau. Les poissons qui sont dans les algues vont aller le chercher. Si vous l'envoyez dans les algues, si vous avez de la tressée, moi je préfère de la tressée avec de la fluo, je trouve que ça l'accroche trop puis je le sens pas bien. Vous donnez des coups, il accroche dans les algues un coup, on appelle ça ripping out, le poisson il sort littéralement des algues, puis c'est ça qui va déclencher les attaques. À l'automne, il y a un leurre aussi qui est très populaire, c'est le jerkbait. Alors, comme vous pouvez voir ici, c'est des poissons nageurs en suspension. Alors, ce type de poisson-là, vous allez l'envoyer, vous allez le ramener encore par cadence, comme ça. On donne des coups. Qu'est-ce qu'il fait? Il part comme un poisson blessé. Alors, il va donner un coup d'énergie, puis il va rester. Il y a 3 types de poissons de style jerkbait. Il y a des styles qui vont monter. On appelle ça les floating. On a les calants qui vont descendre. Puis on a les stationnaires. Ceux que quand vous allez donner le coup, il va rester sur place. Il ne bouge plus. Pour donner un coup, il repart, il reste là. Alors, il y a différents types. Ça, c'est utilisé un peu plus souvent en eau un peu plus froide. Mais c'est excellent encore pour faire réagir. Maintenant, les jigs. Il y en a des jigs, il y en a tout ça.
Ça a été le leurre que j'ai eu le plus de difficultés avec. J'avais pas confiance, je l'utilisais pas. Pourtant, la jig, c'est un des leurres qui a pris le plus de poissons dans l'histoire de la pêche à la chienne. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, il faut que j'apprenne à pêcher les jigs. J'ai été au lac Sainte-Marie, j'ai emmené 2 cannes à pêche, 2 cannes à jig. Pas plus, pas moins, pas de leurre différent dans mon coffre pour avoir la tentation à dire « Ah, je suis tanné, je vais sortir un Senko, un crankbait, un spinnerbait. » Non, juste des jigs, on va pêcher ça comme que ça doit être pêché. Il faut que je prenne du poisson. Le plus gros trip de ma vie. Le premier poisson que j'ai pris avec ça, c'est une grande bouche d'à peu près 3 livres. Je faisais du pitching aux arbres. Il y a différentes façons de travailler les jigs, là. J'avais du style là, comme ça ici, okay? Flipping jig, si vous regardez mon curseur. Alors, c'est assez simple. On lance, puis on le laisse tomber dans le fond. Le poisson, 90% du temps, va le prendre sur la descente et non quand on monte. Alors, on le laisse descendre. On va dans le fond, on est dans le fond, on donne un coup pour le laisser monter, on le laisse descendre. Pas rien, on ramène, on retrouve un autre arbre. Il faut être concentré. C'est pas un leurre comme un crankbait, 2-3 trépieds, puis aussitôt qu'il pogne, il reste accroché. C'est un leurre qu'il faut qu'on se concentre parce que le poisson peut autant l'aspirer. Pour ceux qui ne le savent pas, un achillien va aspirer son leurre. Il ne va pas le mordre, il l'aspire. Après, il le prend. Alors, au moment de l'aspiration, on compte 1, boum, on fait. OK, on va sentir, des fois, on va sentir le tic, parce que ça fait littéralement un petit coup. Tic! Ou bien, on va voir notre ligne bouger. On ne sent pas le tic, mais pendant qu'il descend, la ligne, elle donne un coup. Surtout qu'on voit ça, boum, on fait. Puis quand vous avez la sensation d'avoir rien, puis d'un coup, il y a de quoi qui accroche, c'est trippant bien raide. Donnez-vous une confiance, apportez juste une canne à jig, apportez rien d'autre. OK? Les cannes à jig, souvent, ça va être... j'ai pas parlé de ça tantôt, désolé. Il y a les actions, j'y retournerai tantôt, mais souvent, ça va être medium heavy ou bien heavy, dépendamment du type d'endroit. Si moi, je pêche les quais où il n'y a pas d'al, il n'y a pas de beaucoup de végétation, là, je vais prendre ma canne medium heavy. L'action, c'est toujours rapide ou extra rapide. Si je vais faire du pitching où il y a plus d'algues, c'est plus dense, je vais y aller avec une heavy à ce moment-là pour naturellement avoir plus de force pour sortir le poisson de l'algue. Maintenant, regardez bien ça. Cette année, je viens de m'associer avec Freedom Tackle. Okay, j'avais vu les produits, je les ai aimés. Alors, j'ai embarqué dans l'équipe. Regardez bien ça, comment c'est intéressant. Des fois, on regarde les leurres puis on se dit il est pas pire, j'aurais aimé ça que l'hameçon soit plus gros ou plus petit ou j'aimerais mieux un type plus qu'un autre. OK? Qu'est-ce qui est le fun avec ces jigs-là, c'est que vous mettez l'hameçon que vous voulez. Regardez bien ça. L'hameçon, ça c'est la tête de jig avec un système breveté. OK? De toute façon, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, là. En dedans, il y a un endroit où est-ce que vous allez l'accrocher. Alors, vous allez rentrer l'anneau dans la ligne, dans le cercle, tourner, hop. C'est déjà là. C'est incroyable. Alors, vous arrivez, puis vous dites, non, j'ai besoin d'un hameçon un peu plus grand. Elle, je trouve qu'elle va pas bien aujourd'hui. On a plein de sortes de choses qui nous font changer d'une journée. Là, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous l'enlevez, puis vous en mettez un autre que vous voulez. La marque que vous voulez au pays. Il y a différentes marques. Il y a des gars qui, moi, je pêche juste avec une sorte de marque, sinon, je ne paye rien. Mettez l'hameçon que vous voulez. C'est aussi simple que ça.
La football jig, celle-là, vous allez mettre des leurres, d'autres types de leurres. Ça s'appelle des chunks, là, alors des styles d'écrevisses en caoutchouc, avec ou sans des skirts. Le football jig, vous allez l'envoyer dans le fond, vous allez simplement ramener votre leurre, il va gratter dans le fond. Le stand-up, vous pouvez l'envoyer ou faire du pitching aussi, vous pouvez le gratter dans le fond. Le style stealth jig ici, ça c'est génial. Ça, j'ai pris du bel achigan petite bouche avec ça. J'ai pogné pas mal de rochers aussi, par exemple. Celui-là, il est un peu gros, là. Mais vous mettez un swim bait, okay, après votre l'hameçon. Puis comme vous pouvez voir, il y a même un ressort aussi qu'on le visse dedans. Alors à ce moment-là, ça va mieux pour l'accrocher. Puis si c'est l'heure-là, ça se lance bien. Vous l'envoyez, vous le laissez aller dans le fond, vous le ramenez vite, vous le ramenez lentement. Puis ça fait des lancers loin. Un de mes leurres que j'aime beaucoup également. Bon, là, on va aller avec probablement soit le meilleur ou le deuxième meilleur leurre, j'aurais dû dire, pour la pêche. Puis ça, vous devez toujours avoir ça dans votre coffre. Peu importe, là, vous devez toujours avoir ça. Je ne sais pas si j'en ai de près, là. J'ai oublié de sortir ça. J'en ai pas. C'est pas grave. Alors, c'est le Senko. Senko, c'est un leurre facile à pêcher. C'est bon pour le moral parce que vous allez en prendre du poisson. Autant du petit que du gros. Il y a deux styles de montage qui sont les plus communément utilisés. Tu as le Texas, qui est vous rentrez l'hameçon au bout, vous la tournez, vous la repiquez, vous la ressortez. Ça, vous pouvez faire les recherches sur Google ou on pourra le faire dans une autre vidéo. Puis l'autre montage, c'est Wacky. Alors, Wacky, ça, qu'est-ce que vous allez faire? C'est prendre votre Senko. Vous pouvez acheter ce tube-là. Ça va vous sauver la vie. Là. Ça sauve du trouble, de la frustration. Vous allez briser pas mal moins de Senko aussi. Là. Vous le rentrez dans le bout du tube. Vous glissez votre caoutchouc. Il va tomber dans le milieu. Puis par la suite, vous piquez l'hameçon dans le milieu. Comment vous allez pêcher ça, le wacky? Écoutez bien, là. Ça, c'est super, super utile. Puis si vous écoutez ça, vous allez en prendre beaucoup. Du poisson, vous allez en prendre assurément à tout coup. Si vous êtes dans l'endroit où il y a de la chigan naturellement. Vous allez lancer votre canne. Vous allez respirer. Puis vous allez laisser le leurre descendre. Puis il descend. Puis qu'est-ce qu'il fait entre-temps? Là? Il flappe des deux côtés. Puis il descend dans le fond. OK? Très, très, très souvent, vous n'allez même pas le savoir qu'il l'a pris. La chigan, s'il y a de quoi qui fait qui est plate, puis on l'a vu sur des vidéos sous-marines, il va le prendre, puis il peut le recracher également. OK? Dépendamment s'il pense vraiment que c'est vrai ou pas vrai. Mais comme j'ai dit tantôt, la chigan aspire les leurres. Qu'est-ce qui le tue? C'est que pendant qu'il descend, aussitôt qu'il aspire, votre ligne, elle va bouger sur le dessus de l'eau. Aussitôt qu'elle bouge, on ferre. On lui donne un coup. Boum! Il faut que ça rentre. Si vous ne portez pas attention, il y a deux choses qui peuvent arriver. Il recrache. Je ne l'aurais pas su, fait que ça tombe bien. Ça m'arrive souvent de pêcher avec des amis, puis je vais dire tiens, il en manque un. Comment ça? Ta ligne a bougé, le poisson l'a pris, il l'a recraché. Mais l'autre chose qui est vraiment plate, par exemple, c'est que quand il l'aspire, puis vous ne l'avez pas senti, là, il mange. Fait qu'il l'aspire dans le fond. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va aller se rendre l'hameçon dans le fond de la gorge. Il y a des trucs pour le sortir, mais la majorité du temps, il va mourir. Alors, portez attention à la ligne lorsqu'elle est sous l'eau. Si on pêche ça avec de la ligne tressée, avec un avançon de fluo. À gauche, vous avez le leurre drop shot. C'est rendu un leurre super populaire. Regardez sur Google, YouTube, comment que le drop shot se fait. Le slammer, ici, comme je vous ai montré il y a 2 minutes, on met ça sur les swim baits. Ici, ça fait partie un peu des écrevisses que j'expliquais tantôt. Celui-là, c'est un profil plus petit qu'on peut également utiliser autant sur le drop shot que sur un football, un swim jig, même sur un spinnerbait. Puis, en dernier lieu, il y a le tube ici. Le tube, j'ai pas amené d'hameçon, là.
c'est que vous allez rentrer l'hameçon, OK, il va y avoir le poids, il est après l'hameçon, puis l'anneau, elle sort au bout. Alors, vous allez rentrer l'anneau, vous allez le rentrer au complet dans le tube, puis le sortir au bout du tube. OK? Puis là, le poids, il va s'orienter dans le milieu. Vous allez faire votre nœud au bout ici. Puis ça, le tube, là, surtout pour la petite bouche, si vous allez sur le lac Saint-François, cassez-vous pas la tête, là, amenez ça. Emmenez-en beaucoup, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de roches, puis vous allez briser la ligne souvent. C'est très simple, très simple. Vous lancez votre canne, puis si vous êtes sur un plan d'eau, qu'il y a du courant, vous laissez simplement votre canne dans le courant, vous allez le sentir, là, prendre le poisson. S'il n'y a pas de courant, alors vous lancez, puis vous le ramenez lentement. Vous pouvez donner des coups pour qu'il lève, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai eu plus de succès en le ramenant lentement. Alors, je le lance, je le drague, je fais rien que ramener ma ligne. Je ramène le lousse, je drague encore. Je ramène le lousse, ainsi de suite, rendu à la fin, on lance. Beaucoup, beaucoup de succès avec le tube. Ça fait des siècles que ça existe. C'est un leurre à succès. D'autres leurres que j'aime. La grenouille. Différents types. J'en ai sorti deux. Alors ça, c'est la grenouille standard de Spro, 65 mm. Alors c'est la Spro 65. Et dans le même style popper, la Spro Popping Frog. Ça, c'est vraiment important d'avoir des cannes assez rigides. Moi, je pêche avec du heavy, puis du extra heavy pour la grenouille. La braid, le fil tressé, je vais mettre de la 65. Les gens vont jusqu'à 80 maintenant. OK? Popper, je vais aller dans des endroits où il y a moins d'algues ou pas d'algues du tout. Je vais prendre une canne. J'ai une canne, juste mon popper, c'est une medium heavy. Ou je peux prendre un autre qui est heavy aussi, là. Mais je mets de la 50 livres dessus, un peu plus petite, parce que j'ai pas besoin d'autant de force. Je vais vous montrer deux petits trucs intéressants pour la grenouille. Okay? Il y a beaucoup de préférences dans la grenouille. Les gens, il y en a qui vont la pêcher directement de la boîte comme ça. Moi, jamais, jamais, jamais. Il y en a qui les enlèvent complètement. Moi, j'ai trois trucs que j'aime utiliser. Je ne les ai pas inventés, là, mais je les utilise pareil. Alors, comme vous pouvez voir ici, OK, ça dépasse beaucoup. Je vais le couper ici à hauteur du museau environ. Alors, je vais simplement couper où ce que je le veux. Rentrer les ciseaux. Hop. C'est coupé. OK? Là, maintenant, moi, j'aime les couper égales. Il y en a qui vont garder une petite différence, que ce ne soit pas complètement égal. Pourquoi? Parce que si vous avez une patte plus longue, il va y avoir une action de walk the dog un peu plus grande. Une deuxième chose que j'aime faire, je vais le faire tout le temps, puis je vais le faire davantage quand ça mord, les poissons n'y accrochent pas. OK? La grenouille, je vais prendre mon hameçon, je vais prendre des pinces, puis je vais les sortir. Bon, je suis en train de manquer mon coup. Je vais l'étirer du bord pour qu'il soit moins accroché. À ce moment-là, lorsque l'achigan va prendre la grenouille, parce que l'hameçon n'est pas à côté sur le caoutchouc, il va avoir plus de chances de le prendre. Il y a deux écoles de pensée à grenouille. Lorsque vous lancez, il y en a qui font tout de suite. Moi, dans mon cas, j'aime compter jusqu'à 1, 2, je fais. Pourquoi? Parce que des fois, le poisson saute. Mais si vous autres, là, vous êtes tous stressés, il saute, vous ferrez, le poisson, il aspire. Mais quand il est dans les airs, il n'aspire pas en tant que tel, il n'est même plus dans l'eau. Alors, vous lui enlevez la grenouille de la bouche. Si vous le laissez sauter, prends la grenouille, quand il descend, avec le poids, 1, 2, cloud. Puis, faire effort, le drag au maximum pour pas que la corde la serre. Pourquoi? Parce que les hameçons sont grosses. Alors, vous devez vous assurer que quand l'hameçon va rentrer, transpercer la bouche, que le fil, il ne bouge pas. Parce que si vous tirez fort, mais vous avez du drag, le fil va s'étirer, puis l'hameçon ne transpercera pas aussi bien. Alors, drag au max. Puis un troisième petit truc que vous pouvez mettre, c'est prendre des billes bébés là, comme les pellets, tout simplement les insérer en arrière de la grenouille jusqu'à les hameçons rentrent. Vous en mettez 2,
Ça fait un petit cliquetis, du bruit, puis en plus, un peu plus pesant, vous pouvez lancer la grenouille plus loin. Et un autre incontournable, le spinnerbait. Le spinnerbait, encore une fois, je vais avec Freedom. Je peux changer les hameçons, les mettre la grosseur que je veux. Je vais mettre souvent, c'est mon partenaire qui m'a initié à ça, un grub. Alors, c'est un petit caoutchouc avec un rond au bout. Puis, je fais rien que l'accrocher après l'hameçon en arrière. Puis, le rond, il faut qu'il soit par en haut. Pas par en bas, par en haut. Fait que ce trailer-là donne plus d'action, puis ça l'attire les échigans davantage. Surtout la petite bouche. En temps venteux, le spinnerbait, j'en ai au moins 2 sur mon deck parce que c'est vraiment là que je vais utiliser là, énormément. Le nœud Palomar, mon nœud préféré. Il y a des gens qui vont utiliser le nœud uni, il y en a différentes sortes. Pour moi, c'est un des nœuds les plus solides, puis également, c'est super simple. Regardez bien ça. Je vais prendre un hameçon, puis tu fais la pêche, puis vous ne voyez rien. Tadam! Et puis des gros outils. Regardez bien comment on fait le nœud Palomar. C'est le plus simple, à mon avis. Vous le rentrez dans l'hameçon. Vous le ramenez dans le même trou de l'hameçon, comme ça. OK? Alors, vous avez comme une double ligne. Par la suite, vous faites simplement un nœud, comme vous faites des nœuds avec vos espadrilles. Vous faites simplement un nœud. Puis, vous passez l'hameçon dans la boucle et vous tirez. Hop. Et voilà. Nœud Palomar. À toutes les fois que vous faites un nœud, mouillez-le. Là, je ne le ferai pas là, avec un lacet, là, mais vous le mouillez juste avant de tirer. Alors, vous mettez de la balle, vous y mettez le fil, boum, on tire. Vous avez un nœud qui... Bon, là, c'est facile à dire là, avec un lacet, là, un des nœuds les plus solides. Des accessoires. Vous allez à la pêche, il y a des choses qui sont une nécessité. Premier accessoire, pour ceux qui aiment pêcher à la pluie, d'avoir un bon ensemble de pluie. J'ai appris à la dure. J'ai acheté un ensemble un peu moins dispendieux. Mais une journée, si vous passez une journée sur l'eau, 8 heures sur l'eau, c'est pas plaisant si vous êtes détrempé. C'est important d'investir. Après, j'ai acheté un ensemble un peu plus dispendieux. J'étais encore 30. Puis à la fin, j'ai décidé d'acheter un des meilleurs, sec, après une orage, des chaudières qui tombaient pendant 8 heures de temps. Sur ça, je vais faire un petit wink-wink à mon partner. Une des classiques, lui, il avait justement un ensemble un peu moins bon. Puis après 15 minutes, il était détrempé. En tant que bon ami, je lui ai rappelé à chaque 15 minutes pendant 8 heures de temps comment plaisant que c'était être au sec, passer une belle journée où est-ce que l'eau ne m'affectait pas. On se parle encore, mais l'année d'après, il y avait un bon ensemble de pluie. Autre chose qui est essentielle, mais ça, là, il n'y a même pas de... Si vous n'avez pas ça pour pêcher, en partant, vous allez manquer beaucoup de poissons. Ouais, on va sortir. Des lunettes polarisées. Il n'y a rien de mieux pour la pêche. La raison, c'est qu'avec la lunette polarisée, OK, la chienne, c'est un poisson qui se positionne sur la structure. Une roche, une cassure, un tronc d'arbre, tout simplement un spot noir ou un spot d'algue. La chienne va s'associer aux endroits foncés. OK? Si vous n'avez pas de lunettes polarisées, le reflet sur l'eau fait en sorte que vous ne pouvez pas voir en dessous. Avec une bonne lunette polarisée, moi j'utilise les Sundog, mais il y en a plusieurs autres, mais moi j'aime bien Sundog depuis plusieurs années, va faire en sorte qu'en enlevant tout le reflet, vous pouvez voir en dessous de l'eau, puis même souvent vous allez même voir le poisson même. Là, vous lui lancez un 5 poisson, un leurre assez simple. Alors, lunettes polarisées, des fois, vous pouvez penser que c'est un peu plus dispendieux. C'est un bon investissement. Accessoires de Rod Glove. Des accessoires pour protéger les cannes.
protéger les moulinets. Si on regarde ici, là, le rod wrap, ça c'est bon pour lorsque vous avez un poisson nageur avec tous les trépieds, ça va toujours pogner soit dans un autre fil d'une autre canne, soit dans votre tapis de bateau, soit dans votre doigt. Ça va vous protéger pour pas que ça l'accroche. Puis ça ici, le rod glove, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va protéger vos anneaux. OK? Lorsque vous avez un montage, que ce soit un montage avec un crankbait ou un Senko, peu importe, ne le mettez jamais après l'anneau. Parce que les anneaux de céramique, moindrement qu'il y a une petite fissure dedans, vous allez briser des cordes. Vous n'allez pas savoir pourquoi. C'est parce que vous avez un anneau défectueux. Ça va éviter qu'en mettant 2-3 cannes ensemble, soit dans votre rangement à bateau, que les hameçons accrochent les autres anneaux. En plus, ça va éviter que les cannes se mêlent. Et en dernier lieu, si vous regardez le montage ici, là, ça c'est dans mon bateau. À un moment donné, j'ai sorti du magasin, je sors une canne, puis c'est pas un mensonge, là. J'invente rien. J'ai mis la canne dans mon compartiment de rangement. Qu'est-ce que je savais pas, c'est qu'au bout, c'est ouvert. OK, le tube va pas jusqu'en face du bateau. Canne est flambant neuve, jamais utilisée. En la sortant, l'anneau a accroché le bord, j'ai brisé le bout. Je n'ai jamais utilisé la canne. Fait que j'ai retourné au magasin, j'ai fait un échange, ça m'a coûté un autre montant pour l'échanger. Ça fait quelques années là, de ça, mais depuis ce temps-là, j'ai toujours un rod glove. Filet, bien important d'avoir un filet. Moi, j'aime le Ego. Comme vous avez vu dans la vidéo tantôt, lorsqu'on vient pour aller chercher le poisson, le Ego, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il étire, il s'allonge. Vous pouvez l'ajuster pour aller chercher un poisson plus loin. Alors, des fois, pendant que le poisson est actif, qui saute, puis là, le combat il est en train de se faire, on fait qu'allonger le filet, puis on va le chercher plus loin. Au lieu d'attendre de le ramener, c'est quand même un outil assez pratique. Les sonars, navigation. Ceux qui n'ont pas de sonars sur leur bateau. Deux choses. Un, vous devez avoir un GPS. Si vous n'avez pas parce que vous dites « Ah, je vais sauver un peu d'argent, je vais attendre un peu plus tard, je ne vais pas mettre une carte Navionics tout de suite, je vais me sauver 100, 150, 200. » Parfait. Là, vous n'avez pas de map, tout va bien. Les gens pensent parce qu'il y a de l'eau, on peut se promener. Malheureusement, il y a des hauts fonds. On frappe des roches. Moi, j'ai débuté, puis c'était ça ma mentalité. Pas de GPS, je vais me sauver de l'argent, pas besoin de map. J'ai frappé un haut fond, j'étais tout content, je voulais à 5000 à l'heure. J'ai scrapé un hélice, ça m'a coûté 150$ pour prendre un hélice. Puis là, j'ai acheté une carte. Puis j'ai sauvé ce problème-là. Mais imaginez-vous si j'aurais été rapidement sur ce haut fond-là, j'aurais pu avoir 4000 de dommages sur mon pied de moteur pour avoir sauvé 150. Mettez un GPS. Puis pour les sonars, bon, il y a les 2D, down imaging, structure scan, il y en a plein de sortes. Un des principaux, le plus important, c'est le 2D, le premier qui était utilisé. Celui-là, ayez ça. Quand vous voyez un arche, c'est bon, ça vous dit qu'il y a probablement du poisson. Quand il y a des lignes comme ça ici, c'est probablement un arbre. Si on regarde en bas, justement, c'est ça que c'est. Okay? C'est pas une tonne de poisson, c'est vraiment un arbre. Ou une structure dans le fond. Alors, ça, on peut avoir une autre rencontre. Là. Ceux qui habitent dans le coin de Gatineau, d'ailleurs, je vais faire une présentation pour les sonars, autant pour les maps que l'utilisation des sonars 2D, Structure Scan, Down Imaging. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Les cartes Navionics. Bon. Moi, j'ai un tournoi. Je m'en vais pêcher un plan d'eau avec des amis que je ne connais pas. Pour diverses raisons. Okay? Je ne vais pas dans mon bateau jouer dans mon sonore. Qu'est-ce qui est la beauté des choses avec Navionics, c'est qu'il nous donne l'ensemble des outils. On peut accéder le même contenu qu'on a sur nos cartes Navionics dans nos sonores. On peut les accéder sur le web, sur notre cellulaire ou sur nos tablettes. Okay? Si vous downloadez les applications sur les cellulaires, c'est le Navionics Boating. Si vous utilisez l'application Navionics sur une tablette, c'est le Boating HD. C'est celui-là qu'on utilise pour les tablettes. Puis, vous pouvez aller sans frais sur Internet. Okay? Vous allez aller sur le site navionics.com. Vous allez cliquer Web App. Bon, vous allez avoir vos cartes déjà. Les mêmes cartes. Vous allez pouvoir aller regarder le plan d'eau avant même d'y aller. Il y a ces endroits dangereux. Quel secteur du plan d'eau je vais pêcher avant de m'y rendre. Okay?
Si vous voulez avoir, surtout pour les pêcheurs de grise, de doré, ben moi, pour la chienne, je vais quand même l'utiliser, surtout pour la petite bouche. Si on regarde en haut, c'est le nautical chart. C'est les cartographies d'avant. Là. Il y a moins de détails un peu. OK? Si vous cliquez ici sur l'onglet en bas à gauche, par la suite, vous cliquez sur Sonar Chart. La map, si elle a été faite avec des gens qui ont décidé de rendre plus de détails, si on peut en reparler encore, là, comment rendre les cartographies meilleures, les détails sont au 1 pied. Alors, lorsque vous voyez ici pourquoi que c'est noir, là, c'est parce que c'est une cassure qui est au 1 pied, qui est vraiment plus abrupte comparativement, si vous regardez mon curseur, là, ici. OK? Ici, les lignes sont plus larges. Alors, c'est pas des cassures très abruptes. Mais si on voit ce que c'est noir, là, c'est que ça descend. Il y a une bonne pente. OK? Lorsqu'on parle de structure pour les achigans, on va parler, quand on parle de structure, on peut parler des pentes, justement. C'est pas qu'un arbre, un sapin, une roche. Le poisson va s'associer à tout mouvement dans l'eau aussi. Il y a aussi les channels en anglais, alors les petits endroits là, que on va dire il y a 20 pieds d'eau, puis tout d'un coup, direct dans le milieu, il y a un petit trou à 22, 23 qui va être en ligne. Mais c'est un peu comme une autoroute. Le poisson va aller là, puis il va circuler. C'est là qu'il va se promener. C'est des petites choses à savoir avec les cartes. Alors, ça aussi, là, on peut en reparler plus longuement, mais comme vous pouvez voir, là, on peut. Il y a beaucoup plus de détails. On peut en ouvrir un autre, je pense. J'arrive vers la fin, justement. Alors, j'ouvrirai mon Internet par la suite. Vous pouvez me suivre sur Internet avec Facebook, Instagram, Twitter. J'ai un YouTube, là. Je suis en train de développer ça. Mon courriel il est là, cgbassangler@gmail.com. Envoyez-moi des courriels, vous avez des questions. On peut en jaser. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. André, je regarde, j'ai le chat ouvert depuis tantôt. Je n'ai pas vu de questions encore. Est-ce qu'il y a des gens... Il n'y a pas de questions, Chris. Y en a-tu qui en ont des questions? Allez-y, vous n'avez pas de questions. Ça veut dire que tu as fait une bonne job. Ouais. Mais regarde, on va voir. On va essayer de sortir de cette histoire-là. Là. Okay. On va aller là. Bon. On va faire un petit tour sur Navionics à ce moment-là. Là. OK, oups. OK, on va aller sur le site de Navionics. Vous donner un peu un exemple. Moi, je fais ça, là, tous mes tournois, ben, à toutes les fois que je vais en tournoi, ça, je vais toujours faire ça. Je vais aller sur ma tablette d'ailleurs, puis sur mon cellulaire. Là. Alors, Web App. Le programme, il sait déjà que je suis dans le coin de Gatineau, alors il va tout de suite m'identifier là. Allons-y avec quel plan d'eau je pourrais vous donner comme exemple. Oups, une question vient de popper. Okay. Allons-y avec, on va aller là. Un plan d'eau, je fais des tournois. Mais il y aller avec un nouveau camp, justement. 31 000. On a commencé ce plan d'eau cette année. Alors, comme vous pouvez voir ici, il y a pas mal de détails. Hein. Si des fois je trouve, oups, là, il y a trop de noir, là, ça me mélange. Je fais simplement, comme j'ai expliqué tantôt, transférer, enlever un peu de détails. Dans mon bateau, j'ai toujours le maximum de détails. Alors là, je pêche la grande bouche, disons. Je vais commencer par je vais regarder les baies. Je vais aller voir cette baie-là. Oups! Je ne vais pas avoir grand-chose. Soit quelqu'un n'a pas été cartographié, mais je vais l'identifier. Je vais regarder les pointes. C'est quelle la meilleure pointe avec le plus de cassure? Oups, celle-là a bien de la cassure. Je pense qu'il va y avoir plus de petites bouches qui rester là du fait qu'il y a quand même un flat. Là. Alors, je vais probablement travailler ce coin-là également. Alors, Navionics Web App, c'est vraiment un outil qui est essentiel pour la pêche. Si vous connaissez pas cet outil-là, utilisez-le. Contactez-moi si vous avez des questions. Puis des fois, vous êtes même chanceux, puis c'est marqué basse. Vous allez voir, là, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Ça. Chris, il y avait une question. Bon, ben quand on va y aller. De Benoît Farcier. Oui, vas-y, Ben. C'est quoi la question? C'est quoi ta couleur de base préférée pour la petite bouche, outre le Green Pumpkin? OK, bonne question. Je n'ai même pas adressé les couleurs, alors on va en parler des couleurs.
on a tendance à donner pas mal de crédit aux Échigans. Hein? Échigan, il a un cerveau gros comme un poids, mais on va dépenser 2000 en couleurs. On va s'assurer d'avoir toutes les couleurs possibles. Ma philosophie, ma façon que je pêche. Super simple. Je m'en vais sur un plan d'eau où est-ce que l'eau est claire, ultra claire, avec une couleur naturelle. Une couleur Cisco. Une couleur vraiment pâle. Là. Je vais essayer de, comme on dit en anglais, match the hatch. Alors, si je suis sur un plan d'eau qui a du Cisco, je vais prendre cette couleur-là, mais toujours naturelle. Je ne vais pas avec des couleurs drastiques ou foncées. Si je vais sur un plan d'eau où est-ce que l'eau est brouillée, est sale, comme notre fameuse rivière des Outaouais, il n'y a rien de plus beau que ce plan d'eau-là. On ne voit même pas à 6 pouces. C'est simple, je prends du noir. Je prends un Cinco, je prends du noir. Je prends un crankbait, je vais prendre un crankbait avec du chartreuse dessus, du jaune fluo. Les deux choses que je vais utiliser dans l'eau ultra brouillée. Du noir et de la chartreuse. Eau claire, comme tu dis Benoît, green pumpkin ou bien watermelon. On prend ça de toute façon. Là. Si j'ai une jig, je vais prendre 50-50, noir et bleu ou bien encore là, green pumpkin. Je garde ça simple. J'ai pas 20 000 couleurs. Fait que Cinco, je prends noir. Si je vais sur un plan d'eau clair, je prends noir. Cinco, je prends toujours juste noir. Des fois, je vais avoir un green pumpkin, honnêtement. C'est deux seules couleurs. J'ai pas 20 000 couleurs dans mon coffre. Les tubes, même affaire. Tubes, je pêche pas ça dans de l'eau brouillée. C'est très rare. Fait que green pumpkin, là, pour être honnête, Benoît, là, c'est là comme dit, là, green pumpkin. J'ai une couleur. Des fois, je vais avoir 3 styles qui ressemblent à 3 différents green pumpkin. Là, ma tête, elle me dit ouais, mais là, il faut que tu changes de couleur. Mais en réalité, c'est soit que je pêche pas le leurre comme du monde ou le poisson, il n'est pas là. Ou c'est pas un tube qu'il veut, il veut un drop shot, peut-être. Mais je donne pas trop de crédit à ça. Couleur naturelle pour de l'eau claire, couleur foncée, comme noir pour de l'eau brouillée. Cinco, je prends toujours juste noir. Je ne sais même pas si j'ai d'autres couleurs pour être honnête, à part green pumpkin dans mon coffre en Cinco. Quelle autre question? Non. Non. Bon, ben, vous savez où me rejoindre. On se parle déjà une bonne partie, une grosse gang de vous autres sur Facebook. Merci de vous être joindre à nous pour ce webinaire-là. Puis n'importe quand vous allez pêcher, vous êtes dans le coin de Gatineau, je vous invite, puis je vous amène sur notre fameuse rivière des Outaouais. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous tous. À la prochaine. À la prochaine, tout le monde.